Morcast, aujourd'hui nous avons Patrick et nous avons une nouvelle série qui s'appelle Incroyable Journée ou Incroyable Parcours ou encore Incredible Journeys en anglais. Et aujourd'hui, notre premier invité, c'est Patrick. Nous allons essayer de voir comment d'étudier son parcours, comment il a fait pour devenir un architecte logiciel de renom. Et aussi, avant de commencer, comme d'habitude, vous savez que nous avons différentes plateformes. Nous sommes Morcast, oui, nous avons le podcast, mais nous avons une plateforme de station de radio qui s'appelle More Radio, que vous pouvez trouver à moreradio.com /Android, et notre plateforme qui vous permet aussi de trouver des médecins à travers l'Afrique et de prendre rendez-vous avec eux, qui s'appelle Quick Doctor. Et vous pouvez trouver cela à quickdoctor.com /Android. En plus de cela, comme vous savez, nous avons aussi une agence digitale qui s'appelle Webisoft, pour laquelle on fait différents produits digitaux pour la communauté. Bon, cette agence, elle est un peu premium, mais nous avons aussi un autre groupe qui s'appelle Free Website USA, où nous offrons des sites à des prix vraiment, vraiment abordables. Et ils sont faits en 7 jours à l'équivalent de, je dirais $150, ce qui aujourd'hui fait, je crois, 90 000, quelque chose comme ça. Donc, et livré en 7 jours. Donc, en gros, désolé pour la promotion, c'était un peu obligé. Aussi, donc, nous avons Patrick avec nous. Patrick, bienvenue sur sur Morcast. Comment tu te portes? Bonjour Christian, bien. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateforme aujourd'hui et c'est aussi un honneur. Merci Patrick, merci. Comme on parlait en début avant que le show commence, l'objectif de cette série, c'est de pouvoir montrer les parcours d'entrepreneurs, d'étudiants de la communauté africaine en général, en Afrique et dans la diaspora, pour que nous puissions tous apprendre des uns des autres. Et ton histoire est assez, à mon avis, bon, je suis un peu, comment on dit, bias, comme on dit. J'ai un peu parti pris, assez incroyable, assez intéressante. Donc, on a pensé que c'était important de la partager avec le public, quoi. Donc, Patrick, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire d'où tu viens, c'est-à-dire ton éducation au Cameroun, et que les gens sachent un peu à qui ils ont affaire, pour qu'on puisse mettre les choses dans leur contexte. Oui, comme tu l'as si bien dit au début de l'interview, je suis Patrick Sédou. Je suis aujourd'hui architecte logiciel et je vis au Cameroun. Je vis au Cameroun, particulièrement à Douala. Douala, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale économique du Cameroun. Donc, c'est où jusqu'à présent, j'ai passé toute mon enfance. Donc, c'est à peu près ce que j'ai à dire quant à l'introduction. Donc, Patrick, en termes de ta famille, de ta structure familiale, comment c'était en termes comment est-ce que tu as grandi au Cameroun? C'est-à-dire, est-ce que tu est-ce que tu es un enfant de Bobo, un Mouna Tété, comme on dit au Cameroun? ou, bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que je fais, si on peut dire ça, fait partie de ces jeunes-là qui sont partis de loin. Parce que je suis dans des conditions où je dois me séparer de mes parents à l'âge
6 ans, si je me rappelle bien. Et je vais vivre avec ma tante qui est ma mère aujourd'hui. Bon, déjà, il faut rappeler que je paie mes parents, je suis encore tout petit, je dois avoir peut-être 1 an après que je sois parti. Donc, du coup, que je les ai vraiment connus. Je dirais pas ça parce que le seul vrai amour que j'ai reçu, c'est celui de ma mère aujourd'hui. Je ne dirais pas très pauvre, mais je ne dirais pas très modeste aussi. Parce que ma mère, elle se débrouillait toujours pour qu'on puisse avoir quelque chose dans le plat. Ouais. Donc, du coup, imaginez-vous une femme seule qui vient de perdre aussi son mari à son tour, peut-être, et qui se retrouve en train d'élever 6 garçons, seuls, sans aide. Elle doit nous faire vivre de son expérience en tant que couturière. Elle doit de temps en temps gagner 2 ou 3 marchés, des cabans ou des habits de ses copines qu'elle doit coudre. Et c'est avec ça qu'elle nous a élevés. Elle nous a élevés vraiment dans le strict respect de la personne. Et elle nous a toujours enseigné il y a que le travail qui puisse nous donner tout ce dont on a besoin. Ouais. Donc, du coup, ayant grandi dans cet environnement-là, je pense que ça a eu un impact sur ma façon de voir la vie. Je pense que ça a eu un impact sur le caractère que je devais construire et qui devait me permettre et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que je suis pas encore comme un architecte de Google ou quoi que ce soit. Mais je pense humblement que je suis sur la bonne voie. Donc, quand je parle de ça, c'est justement parce que vous savez, quand vous vivez à côté d'une femme que vous voyez se battre du jour au lendemain, du jour au jour, pour pouvoir subvenir à vos besoins, pour pouvoir vous envoyer à l'école. Et puis à chaque fois qu'elle veut vous donner un conseil, elle vous dit, tant que je suis en vie et que je suis capable de payer votre école, il faut fréquenter. Peu importe ce que vous allez faire, je ne sais pas si vous allez jouer ou vous allez faire n'importe quoi, mais il faut aller à l'école. Et ça, et pour moi particulièrement, c'était la chose la plus importante parce que je vais pas vous mentir, si je n'avais pas eu cet enseignement-là, si je n'avais pas eu ce bâton de commandement-là derrière moi, je pense pas que je serais aujourd'hui, je vais dire même, je serais encore en vie parce que, en même temps, à une certaine époque dans ma vie, je dirais que c'est l'école qui m'a sauvé. Parce que C'était un voyou? je passe mon, sincèrement, je passe mon école primaire dans un établissement ici à Bounabé qu'on appelle l'école publique de Sounico groupe 2. Et où, en plus de ça, je suis pas bête du tout. Ouais, je suis pas bête. Je ne suis peut-être pas le petit génie de chaque année, mais vous pouvez me croire, il y a des années où je m'arrête quand même mon territoire. Ça, c'est clair. Jusqu'à ce que j'arrive en salle de Kouman 2 et que à partir de là, tout mon génie et tout mon savoir-faire s'expose aux yeux du monde, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait le concours d'un établissement, d'un collège ici un collège d'État, ici à Bombay, on appelle à l'époque le CS de Bodongo, aujourd'hui devenu lycée, où nous sommes près de 3000 candidats. Et tenez-vous prêts, et ayant été enseigné par ma mère, ayant été répété et encadré par ma mère, je sors premier de centre à ce concours avec près de 17,5 de moyenne. Wow! Et, Wow! Wow! oui, et la magie dans ça, c'est que le premier et le deuxième de centre de ce concours-là, c'était des cousins. Donc, c'est moi qui étais premier du centre et ma petite cousine, à l'époque, qui est au Canada aujourd'hui, qui était deuxième du centre.
Donc, du coup, vous voyez, à un moment, quand un jeune, quand un enfant qui n'a pas encore compris comment la vie fonctionne, qui se retrouve dans une situation où il est comme un héros dans un lycée et tout, vous voyez que comment ça peut le monter à la tête. Donc, du coup, c'est dans ce collège-là c'est dans ce collège-là que je passe je fais de la sixième jusqu'en troisième avec tout ce que ça entraîne comme dérapage, comme désordre. Parce que vous voyez, j'étais considéré comme étant le chouchou du collège quand je suis arrivé en sixième. Donc, les enseignants ne pouvaient pas me parler n'importe comment. Le proviseur, le directeur à l'époque m'appelait de temps en temps dans son bureau, mon fils, comment tu vas? Est-ce que tu as un problème et tout? Donc, du coup, De cette, je me sentais privilégié. de ce privilège. Ouais, en fait, et je me Mhm. sentais privilégié. Et à un moment, je pense que j'ai lâché prise. Et je me suis dit que j'avais tout reçu de la vie. Ouais, un peu. Donc, du coup, à faire des choses pas du tout correctes. J'ai commencé à marcher avec des gens pas du tout recommandables. Et malgré tout ça, euh, quand je, quand je rentrais à la maison chaque soir, ma vieille, elle se, elle prenait la responsabilité de me parler. Oui, parce que, comme je disais, ce qui est magique sur la relation qu'on a, c'est que elle a toujours beaucoup plus privilégié comment je vais dire, la communication avec moi que tout le reste. Ouais. Parce que, Oui. à un moment même, je peux dire que comment je vais dire ça, j'étais le chouchou de la maison. Vous voyez un peu. Parce que peu importe ce que je faisais, pour elle, c'était normal, il est dans son âge et tout. Vous voyez, quand j'ai souvent des petits trucs là que je fais et qui me sont pas bien, quand ma grande sœur me parlait, elle dit non, il faut laisser l'enfant, il n'est pas dans son âge et tout. Et pour certaines personnes, ils interprétaient ça mal, ils interprétaient non, elle supporte son enfant, non, c'est parce que c'est un orphelin et je pense qu'elle veut le préserver et tout. Ouais, un peu. Par contre, c'était stratégique pour elle. C'était stratégique parce que je pense que les mères ont cette capacité-là à voir jusqu'où l'enfant peut partir. Je pense que les mères ont cette puissance-là de regarder l'enfant et de savoir qui il est en réalité. Ouais, un peu. Donc, du coup, ayant été entouré par tout cet amour-là, par toutes les responsabilités qu'elle me donnait à ce moment-là, quand j'ai eu le bac, elle m'a dit, mon fils, moi, je ne suis pas allé plus loin. Je n'ai pas eu la chance je n'ai pas eu la chance d'aller faire les études universitaires, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un homme. Si tu veux rester enfant, tu vas rester enfant. Mais à un moment, il va falloir que tu prennes tes responsabilités parce que je peux pas compter le nombre de fois qu'elle m'a sorti des situations. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire en passant. OK. Quand j'ai, quand j'ai 11 ans, j'étais encore au collège. Et comme je vous ai dit, je marchais, je côtoyais déjà des grandes personnes, des gens qui avaient une certaine vie. Et une fois, j'ai un voisin qui avait une réunion au quartier. Il invitait les hommes d'affaires. Et vous voyez, je marchais avec un gars à l'école qui était un rappeur. Ouais. Et du coup, Son nom, ne donne pas son nom. Ne donne pas son nom. non, non, si, c'est pas un problème. C'est pas un OK. problème. Mhm. Et Et à cette époque-là, on aimait bien mimer ses sons, en fait. Donc, on aimait rester là, on fait son rap. Et c'était du rap gangster, en fait. Ouais, un peu, c'était du rap gangster. Et ça nous plaisait parce qu'on était jeunes. On se disait, bon, nous sommes des rappeurs aussi aujourd'hui et tout et tout. Et à cette réunion-là, il y a le directeur, Emmanuel Château, le directeur de Canal 2 aujourd'hui, pour ne pas faire la publicité, Yes, yes, yes. Oui, oui. qui est arrivé. Et il m'a suivi en train de rapper. Et il m'a dit, tiens, mon fils,
Et il me demande, est-ce que c'est toi qui rates ça? Je dis oui, c'est mon son et tout. Il me dit, ah, ok. Il me donne donc sa carte de visite. Il me donne sa carte de visite. Et à l'époque, il y avait une émission qui passait au Kéops. C'était le Kéops, c'est un snack, un ancien snack là, à Douala, pour ne pas se faire de publicité. Et ils organisaient certaines compétitions là qu'on appelait Supermaster Miss Academy à cette époque. Vous voyez, je suis un jeune collégien qui se retrouve dans un environnement qui n'est pas le sien. Vous voyez un peu? Oui. Donc, Oui. du coup, quand j'ai fait part de ça à ma mère, elle a dit non, il n'y a pas de problème, vas-y. Et on avait un groupe à l'école, où on faisait de la comédie à l'époque. Ouais. Donc, du coup, j'ai donc appelé mes amis, j'ai dit, OK, j'ai réussi à avoir un contact avec le directeur du Canal 2, il m'a donné sa carte de visite, et il veut qu'on passe au Sud Master Mix. Et c'est comme ça, donc, on a tout arrangé et tout, avec des grands frères qui étaient déjà dans la vie active, et qui étaient des gérants de snack à l'époque et tout, qui organisaient les fêtes ici à Bonadéry et tout et tout. Ce sont eux qui ont essayé de nous parrainer. C'est là qu'a déclenché, en fait, ma mauvaise passe, si on peut dire ça comme ça. Okay. Donc, Okay. nous sommes allés, nous, on a participé au Sud Master Mix Academy. Et ensuite, quand nous sommes rentrés, les grands frères ont commencé à organiser des fêtes dans des snacks. Ouais, nous sommes des enfants, hein, je parle de 10 ans, 11 ans. Nous sommes encore des tout petits garçons. Mais comme nous sommes supposés être déjà des stars, parce que nous sommes passés au Sud Master Mix Academy, les grands frères, ils disent, OK, les petits frères marchent avec nous parce qu'en même temps, on va aussi leur donner une certaine image. Vous voyez un peu. Donc, du coup, quand ils organisent les teams dans des snacks comme ça, nous, on y va. Et quand on arrive, ce jour, donc, ils ont organisé une soirée dans ça. Et chez nous, ma mère avait toujours l'habitude de dire, je préfère qu'avant de me coucher, même si quelqu'un est dehors, que je sache exactement où il est. Ne me mentez pas. Même si je vais vous dire de ne pas sortir et que vous allez sortir par derrière, ne me mentez surtout pas. Vous voyez? Donc, du coup, je dis à ma vieille, OK, on a les grands frères là qui sont en train d'organiser une fête et je vais assister à la fête. Elle demande la fête commence à quelle heure? Je dis à 19h et elle dit ça finit à quelle heure? Je dis 22h maximum, je serai déjà rentré. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Comme ça, donc, bon, nous, on vivait dans une cité, en fait. Donc, c'est le chez nous. Et le papa, en mourant, avait commencé à construire une maison, mais il n'a pas terminé. Ouais. Donc, du coup, la maman a essayé de mettre des gens à l'intérieur pour essayer de garder la maison en éveil aussi pour qu'il y ait de la chaleur humaine. Sinon, ça va se détériorer très rapidement. Et il y avait donc des grands garçons là, il y avait des grandes filles et tout. Et c'est avec elles que nous, on devait aller. Ouais, ce sont elles-mêmes en fait qui étaient comme ce sont eux en fait qui étaient comme les organisateurs parce que il y avait deux filles qui sortaient avec les deux organisateurs. Il y a peut-être un ou deux garçons qui étaient amis avec eux. Donc, c'était un groupe déjà qui était bien construit. Mais nous n'étions que les enfants parmi. Ouais, donc, c'est avec ces gens-là qu'on a allé. Quand on a dit à la maman que bon, moi, quand j'ai dit à la maman que bon, moi, je vais aller avec, elle a dit, pas de souci, vas-y. Et nous sommes allés. Quand nous sommes allés, j'ai un ami aussi, comme je vous l'ai dit, parce que bon, on me savait très intelligent au quartier. J'ai un ami aussi qui prenait le prétexte du fait qu'il marche avec moi pour pouvoir sortir du chez lui. Ouais, un peu. Oui. Donc, du coup, il dit aussi à ses parents, non, je vais aller à la fête, mais je vais aller avec le fils de Sop. Et quand il dit donc que je vais aller avec le fils de Sop, ça ne veut dire qu'il n'y a pas de problème. Juste le fils de Sop, c'est quelqu'un qui est ça, il ne fait pas de bêtises. Ouais, donc il faut aller. Mais malheureusement, ce gars, lui, ne part pas avec moi. C'est un ami, c'est un voisin, il est juste de chez lui, juste derrière chez nous. Mais lui, il ne part pas avec moi. Il vient me retrouver là-bas à son heure. Je ne sais pas où il était, je ne sais pas ce qu'il faisait. Ouais. Et aux environs de 21h30 comme ça, on a un camarade de classe en commun qui m'appelle, il me dit, on vient d'arrêter, on l'appelait le gars Papi, on vient d'arrêter Papi, on l'a amené en cellule. J'ai dit, mais pourquoi on a arrêté Papi? Pardon? Change les noms, on ne veut pas de problème. Ok. Non, c'est pas un souci, c'est quelqu'un que je connais bien et je pense que s'il écoute même cette histoire, ça va leur remémorer des trucs qui vont vraiment léguer, qui vont léguer. Donc, du coup, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on arrête? Il me dit, vol de téléphone. Et à l'époque, les nouvelles lois sur le vol de téléphone venaient de sortir et on disait, si on t'attrape parce que tu as volé le téléphone de quelqu'un, c'était 3 ans de prison. Ouais. Donc, du coup, je commence à paniquer.
Ouais, et j'alerte dans les gens du quartier avec qui on était là-bas, on vient d'arrêter papi et tout, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un a de ces nouvelles, mais ils sont tous dans la fête, ils sont d'abord déjà très sous, donc personne ne comprend même ce que je suis en train de dire. Bon, moi aussi, je passe dessus, je dis, bon, si on l'a arrêté le matin, on va savoir où il est. Moi, je m'en fous. Je rentre dans ce jour, 22h30, 23h comme ça. Je dis même pas à ma mère qu'on l'a arrêté tout. Le matin, sa grande sœur Jane, elle arrive, elle demande qu'on me réveille. Et sa grande sœur était dans la police. Elle arrive, elle demande qu'on me réveille. Quand on me réveille, ma mère, elle dit on a arrêté son petit frère. Et il a dit qu'il était avec moi. Vous voyez la solidarité des enfants là, sur le réflexe. Vous voyez la solidarité des enfants là sur le... Oui, effectivement, j'ai dit il était avec moi. Sa grande sœur m'a dit entre dans la voiture. Nice. Maman a failli devenir forte. Maman a dit vous ne pouvez pas bouger de chez moi avec mon enfant. Vous partez où avec lui. Sa grande sœur dit non, maman, vraiment, fais-moi confiance. Il n'y a pas de problème, il ne faut aucun risque. Elle dit jamais de la vie. Elle lance seulement à l'intérieur, elle lance son cabas, elle est dans la même voiture avec moi. Que même si mon fils parle ou non, vous allez nous amener nous deux. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le commissariat. On me demande de prendre, on prend ma déposition et tout. On prend ma déposition et tout. Et qu'est-ce que tu as raconté là-bas? Mais quand moi je suis arrivé, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la voiture, sa grande sœur m'a préparé aux questions qu'on devait me poser. Vous voyez un peu, elle m'a dit, on va te demander, est-ce que tu es avec lui? Est-ce que vous vous êtes perdu de vue pendant la fête et tout? Il faut juste être naturel. Tu dis comment ça s'est passé. Bon, maintenant, moi, je ne pouvais pas dire quelque chose qui allait l'incriminer parce que si je disais aussi en même temps qu'il n'est pas venu avec moi, c'est un problème. Vous voyez un peu? Et si je disais aussi en même temps que je ne sais même pas à quelle heure il est entré, à quelle heure il est rentré, ça devient aussi un problème parce que là, il aurait eu le temps de faire tout ce dont on l'accuse. Donc, j'ai été obligé de dire que non, il n'y a pas de problème. Devant l'inspecteur, droit dans les yeux dans les yeux, moi, je dis non. Mon ami est venu, nous sommes arrivés ensemble, nous sommes allés, on s'est assis, on a bu et tout. Le temps que je me lève, je suis en train de danser. Peut-être 5 minutes après, je le cherche, je ne le vois plus. On dit qu'il a pris le téléphone. De quel téléphone est-ce qu'on parle? Moi, je n'ai pas vu mon ami prendre un téléphone. On a pris ma déposition. Et ma mère, et dans tout ça, ce qui est magique, en fait, c'est que, avec toute l'influence, avec tout le sissia qu'on a fait, comme on dit ici chez nous, avec tout le sissia qu'on a fait à ma mère, elle a dit, je vais m'asseoir dans la salle là. Toutes les dépositions que mon fils va faire, je vais entendre. Parce que je ne veux pas qu'on dise après qu'il a dit quelque chose qu'il n'a pas dit. C'est comme ça, donc, elle s'est assise, on a pris ma déposition et tout, et puis on m'a demandé de m'asseoir dehors. Ils ont essayé de... Ça prouve que tu es quelqu'un de solidaire et que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Tu n'es pas un snitch, comme on dit en anglais. Donc, du coup, on a demandé à ma mère de s'asseoir dehors et puis on m'a demandé à moi de m'asseoir dehors, qu'ils vont discuter avec ma mère et tout. Ils ont discuté avec ma mère et tout. Elle essaie de les expliquer. Après, ils m'ont demandé de rentrer. Ils ont voulu dire à ma mère de sortir. Ma mère dit qu'elle ne sort pas. Qu'elle ne sort que s'il y a quelque chose à dire, je vais dire que devant elle, que là où elle est là, que c'est seulement le commissaire, donc où on va m'appeler les agents pour la porter, la mettre dehors, qu'elle n'est pas dans les choses là. Sans ça, donc, ils m'ont encore posé 2-3 questions de formalité là. Quand j'ai répondu, ils ont dit, OK, madame, vous pouvez prendre votre enfant, vous partez avec le SIA, notre problème, on va vous contacter. C'est quand on arrive dans la maison, comme je vous ai dit, que nous, on ne ment pas. Moi, personnellement, je ne mens pas à ma mère. Ça, c'est impossible. Parce qu'en fait, elle m'a éduqué selon une loi. Aujourd'hui, vous voyez, comme je dis souvent à certaines personnes, c'est du respect que j'ai pour elles, mais ce respect-là est comme une forme de peur. Vous voyez un peu? Il y a des choses aujourd'hui que si je veux faire, certaines personnes vont peut-être dire que non, gars, il parle mal et tout, mais je vais dire ça. Il y a des choses aujourd'hui que si je vais faire, elle a son mot à dire. Je vous dis parce que quand vous avez quelqu'un qui vous connaît plus que vous-même, il faut par un moment reconnaître la place de cette personne, en fait. Vous voyez un peu? Donc, quand je suis rentré à la maison avec elle, elle m'a dit, parce qu'elle m'appelle Chenjou. Mon nom c'est Chenjou, elle m'appelle Chenjou. Elle m'a dit, mon fils, je sais que tout ce que tu as dit au commissariat n'est pas vrai. Ça s'est passé comment? Vous voyez un peu? C'est vrai, mais dit, je sais que tout ce que tu as dit là-bas n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est où j'explique donc maintenant à ma mère que vraiment, je ne suis même pas parti avec lui. Je ne suis même pas là avec lui. Je ne connais même pas quand il est arrivé, quand on l'a arrêté. J'ai aussi seulement dit ça comme ça parce que je me suis dit qu'à un moment, si c'est moi qui l'a demandé qu'on appelle,
savait que j'étais son dernier rempart. Donc, je ne pouvais pas arriver là-bas dire quelque chose qui pouvait le condamner. Je vous dis comme ça, là, je vous dis comme ça, que j'ai 11 ans à peine, hein. Imaginez comment un enfant de 11 ans réfléchit. Donc, c'est comme ça, donc, quand j'ai dit ça, ça énerve ma mère. Et à l'époque, là, ma mère, elle avait encore les cartes d'identité en carton, là. On a confisqué sa carte d'identité là-bas. Parce qu'il fallait qu'elle commence à faire les cartes d'identité numériques, là. Et si tu vois, tu m'as amené au commissariat, on a même confisqué ma carte d'identité. On a même confisqué ma carte d'identité par la côté là-bas et tout. J'ai dit, non, vraiment, il fallait que je réagisse comme ça. Donc, ça, c'est ça, c'est juste, comment je vais dire, ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est juste une étape que j'ai franchie. Ça, c'est juste pour vous montrer la communion qu'il y a entre elle et moi. Parce que je me rappelle encore une autre anecdote. Je me rappelle encore quand je suis en première, oui. Je sors quand je sors du CS de Bojongo, on sort avec un groupe, en fait. Ouais, on sort avec un groupe, et un groupe qui est très dangereux à Bonabéry. On nous connaît comme les grands bagarreurs et tout, on organise des bagarres et tout et tout. Et quand on arrive au lycée de Bonabéry, si vous avez... Tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais quel âge? J'avais peut-être 15 ans. Hein. 15 ans, 16 ok, ans. d'accord. C'est en Tu es déjà un adolescent. non, en première, j'avais 17 ans. Parce que oui, en première, j'avais 17 ans. En première. Donc, c'est comme ça, donc, quand on arrive dans le lycée polyvalent, le lycée polyvalent à Bonabéry est réputé comme, au Cameroun même, est réputé comme l'un des plus grands lycées de ce pays. Et c'est un lycée avec des techniciens et des généralistes. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de délinquants que ça fabriquait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même dîné. Donc, quand on arrive là-bas, j'entre dans un groupe de gars qui sont très forts pour jouer le ndambo. Très forts. C'est comme ça donc, que je me lance dans le jeu. En fait, nous, ce qui se passe, c'est quoi? Nous, c'est que le jeu de cartes, nous, on l'a toujours joué en famille. Vous voyez un peu? Le jeu de cartes, que ce soit le FAFA, comme on appelle ici, que ce soit le 21, que ce soit le Check Games, que ce soit le 8 américain. Nous, on l'a joué ici en famille. Ça veut dire qu'on l'a joué même avec ma mère, par exemple. Vous voyez? Donc, elle sait qu'on joue les cartes. Elle sait que tous ses enfants savent jouer les cartes. Vous voyez un peu? Donc, du coup, un jour, j'arrive en classe, on a une composition de physique à la 3e heure. Donc, on avait 2 heures d'anglais et 2 heures de physique. Les 2 heures d'anglais, moi, je décide donc de ne pas faire anglais. Je vais aller bûcher, je vais aller réviser la physique pour pouvoir composer ensuite. Et je vais rester derrière les bâtiments des techniciens. Et il y a un groupe de techniciens qui arrive, qui commence à jouer les cartes. Je suis tenté parce que je suis tenté, j'ai envie d'aller jouer. Je décide donc de laisser mes cahiers là. Je vais jouer avec eux. Pendant que nous sommes en train de jouer, voilà les étudiants qui arrivent. Quand tout le monde fuit, moi, sachant que j'ai mes cahiers qui sont là, je me dis, bon, mes cahiers vont me protéger. Un peu, quand ils viennent m'arrêter et tout, ils disent, non, vraiment, c'est comment et tout. Je dis, non, moi, je suis en train d'apprendre. Ce sont eux qui sont toujours dit, monsieur, on t'a vu là-bas. Même si tu faisais n'importe quoi, non, on t'a vu là-bas. Qu'est-ce que tu fais d'abord dehors à l'heure ci? Tu fais quelle classe? Je dis, première C. On dit, OK, on regarde l'emploi du temps des premières C. On dit, vous avez anglais maintenant. Pourquoi tu ne fais pas anglais? Il dit, non, je suis en train de réviser la physique. Il dit, jamais, il ne veut rien comprendre. Il m'arrête donc, il veut m'amener chez le proviseur. Il y a un gardien à l'époque qu'on appelait Guantanamo. Je dis au gardien, OK, c'est pas un souci. Si vous voyez la configuration du lycée polyvalent, c'est une configuration en V. Ouais. Donc, du coup, et quand on sort du bâtiment des techniciens pour arriver dans la grande cour, on est au milieu du jeu. Et il y a des élèves qui avaient compris, oh, on a arrêté les joueurs de Njambo et tout et tout. Et tous les élèves étaient sur les bâtiments comme ça en train de nous regarder. Et imaginez-vous un jeune garçon de 17 ans qui se lave 3 fois par jour, qui met toujours le parfum et tout. Et quand il arrive dans la cour comme ça, il voit les filles sont en train de regarder partout. Mais on m'arrête comme un bandit. J'ai dit à Guantanamo, monsieur, laissez-moi, je vais marcher, c'est mieux pour moi et tout. Et vu qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder, en fait, la honte, vous voyez un peu. C'est comme ça, donc, il insiste et il refuse. J'essaie de faire le bras de fer avec lui pour qu'il me lâche. Mais en fait, quand j'essaie de faire le bras de fer, c'est oui, il décide que non, il ne peut même pas me lâcher. Et là, c'est très grave, il ne peut même plus me lâcher. C'est comme ça, donc, il y a certains amis. Quand moi, je fais le bras de fer, c'est parce que je vois certains amis autour. Et c'est que si je fais le bras de fer, ils vont venir entrer chez lui, je vais pouvoir m'échapper. Mais lui, il insiste. Il dit jamais de la vie, on va comme t'amener chez le proviseur. C'est comme ça, donc, on m'amène chez le proviseur.
Le proviseur me donne une exclusion directe. Là, il ne peut rien comprendre. M'exclut direct. Je rentre, j'appelle. Ma mère elle était en bourse. Je rentre, j'appelle. Je lui dis vraiment, on a chassé ton fils à l'école et tout. Elle quitte la bourse. Elle arrive au polyvalent. Elle fire encore le proviseur. Il ne veut rien comprendre, tout et tout. Elle dit, OK, c'est pas un problème. À l'époque, bon, vous savez que les relations au Cameroun sont aussi souvent un peu importantes. À l'époque, elle avait une relation avec l'ancienne proviseur du CEJOS de Bonapouzo. Et c'est comme ça donc qu'elle entre en contact avec elle et avec un oncle aussi qui était conseiller municipal à l'époque, ici à la mairie de Bonabéry. C'est comme ça donc qu'ils entrent en contact et recontactent le proviseur. Comme ça que le proviseur revient sur sa décision et on me traduit au conseil de discipline. Quand on me traduit au conseil de discipline, hein, on montre le gardien avec qui j'ai eu des échauffements. Et quand ma mère regarde le gardien, on dit, et le gardien avait un bobo à l'œil, en fait. Et on dit à ma mère que c'est moi qui ai posé le bobo là. Quand ma mère regardait le gardien comme ça, elle dit, cache au proviseur que si vous voulez exclure mon enfant, il faut l'exclure. Mon enfant ne peut pas faire ce que vous dites là. Le proviseur dit que, mais madame, comment vous pouvez dire quelque chose comme ça devant l'enfant? Elle dit, moi, c'est mon enfant, non, monsieur. C'est mon enfant, non. Si, il a son frère que si c'était lui qui était ici, j'allais accepter. Mais si c'est celui-ci, là, il ne peut pas faire ça. Donc, monsieur le proviseur, si vous voulez chasser, donc, monsieur le proviseur, si vous voulez chasser mon fils, chassez-le. Mais ne dites pas que c'est lui qui a fait ce que je vois là, parce qu'il n'est pas capable de faire ça. Ouais. Donc, du coup, ça a donné une froideur à la salle. Donc, tout le monde se demandait comment une mère peut défendre son fils sur des faits. On montre que voici ce que ton fils a fait. Il y a des témoins, il y a des gens qui sont là pour témoigner que oui, mais elle dit carrément que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est là où le censeur me demande de sortir et il reste derrière, ils sont en train de causer avec ma mère. Jusqu'à ma grande sœur dit même que, mais comment on te dit que c'est lui qui a fait? Tu dis que ce n'est pas lui. Elle dit que reste tranquille. Quand tu vas accoucher ta part d'enfant, tu vas venir dire ce que tu salut, celui-là, c'est pour moi, non. Il dit que c'est même pas lui qui a fait ça. Donc, du coup, après ça, ils m'ont mis dehors et tout, et ils sont restés à l'intérieur, poser. Et après ça, ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé d'aller en salle, ils m'ont donné 7 jours. Et pendant les 7 jours-là, le censeur est revenu me voir et me dit, mon fils, tu as une chance dans ta vie. C'est que tu as une mère qui te connaît. C'est la seule chance que tu as. Parce que si c'était une autre, tu ne serais plus en train de faire un sur une sécurité dans le monde. Plus du tout. Donc, il faut faire très attention. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer à quel point est-ce qu'elle m'a sorti des situations, en fait. Ouais, un peu, à quel point il y a une certaine complicité entre elle et moi. C'est indescriptible, je ne peux même pas compter. Il y a tellement d'anecdotes dans ce sens-là. Donc, du coup, c'est à peu près dans cet environnement que j'ai. OK. J'ai une question. Durant cette période, est-ce que tu étais déjà dans l'informatique quand tu étais au lycée ou c'est plus tard que tu découvres l'informatique? C'est à quel niveau que ta découverte pour l'informatique se fait? Non, en fait, ma passion pour l'informatique commence quand je suis encore au lycée polyvalent. Vous voyez, parce qu'à l'époque, vous savez, le téléphone n'était pas très populaire ici. Ouais. Et j'ai mon premier téléphone, bon, je vais pas donner la marque pour ne pas faire la publicité ici. J'ai mon premier téléphone, je suis en première, vous voyez. Et l'Internet, et à cette époque, Facebook venait d'arriver au Cameroun. Donc, il y avait pas beaucoup de Camerounais qui étaient sur Facebook. Et le peu de personnes qui étaient sur Facebook, c'était la magie. Ouais, un peu. Donc, du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je cherchais des astuces pour pouvoir configurer les téléphones et permettre aux gens de surfer sur Facebook. Moi, personnellement, parce que je n'avais pas d'argent pour mettre la connexion tout le temps. Moi, particulièrement, je cherchais des astuces pour pouvoir me connecter sur Facebook gratuitement à chaque fois avec les réseaux MTN et Orange. Ouais, un peu. Donc, c'est à partir de là qu'est parti comment je vais dire, mon intérêt ou mon amour pour l'informatique. Donc, et quand je suis arrivé à un certain niveau, je configurais des téléphones et tout, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient vers moi. Vraiment, mon téléphone a tel problème. Est-ce que tu peux regarder? Vraiment, je ne parviens pas à me connecter sur Internet. Est-ce que tu peux m'aider? Bon, pour moi, c'était peut-être 2-3 configurations. On voit un peu, c'était évident. Mais ces gens me voyaient en fait comme un génie.
Ouais, un peu. Oh, moi, je savais que je faisais rien de magique parce que ce que je faisais, c'était normal. Quelqu'un qui avait le minimum d'intelligence pouvait comprendre que tu vas charger la l'APN de ton téléphone et puis ça se connecte à Internet. Ouais, un peu. Donc, du coup, à partir de là, j'ai dit, mais tiens, je vais devenir un grand informaticien quand même, hein, parce que quand j'arrive en terminale, au 4 étages, on m'appelle déjà l'informaticien. Ouais, un peu. Donc, quand elle met même un problème avec son téléphone, écran jaune là et tout, c'est d'abord moi qu'elle appelle. Vraiment, je ne parviens pas à faire X ou Y sur mon téléphone et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais. Et du coup, ça m'a lancé dans le grand bain. Mais quand je passe le bac, je suis sûr que je fais partie des gars les plus intelligents de ce pays. Je suis sûr que je suis très intelligent, très intelligent. Je dis, Parce que le bac a une je dis à mention. ma mère, j'ai passé le bac avec 11 demi. Donc, j'ai passé le bac avec, Okay. bon, c'est pas la, parce que la mention commence au Cameroun à partir de 12. Donc, du Okay, coup, gotcha, gotcha. quand je passe le bac, je dis à ma mère, je vais aller faire physique à l'université. Parce que, en fait, j'étais sûr que j'étais un très grand physicien et j'étais très intelligent. Très intelligent. Je savais donc, si quelqu'un me disait que j'étais pas intelligent, il se trompait parce que moi, j'étais convaincu que j'étais très intelligent. Donc, ça, donc, ma mère me dit, OK, il n'y a pas de souci, tu vas donc aller faire physique à l'université. Je dis donc, OK, pour ne pas passer, nous ne sommes pas dans une famille où on peut dire qu'on va t'envoyer à Yaoundé ou n'importe où facilement. Donc, elle a dit, OK, tu vas rester à Douala, mais tu vas aller faire physique à l'université de Douala. Mais la première année, quand je suis arrivé là-bas, le premier jour que j'arrive d'abord comme ça pour faire cours, je dois faire cours à l'amphi 1000. J'arrive en retard. Quand j'arrive en retard, l'amphi est pleine jusqu'à les gens dehors. Donc, moi-même, je ne peux même pas entrer pour regarder le professeur. Je ne connais même pas le professeur qui est en train de me coucher, je ne le vois pas. Tu arrives seulement, tu entends 2 personnes, 3 personnes. Et ce qui se passe, c'est que j'étais le seul de mon lycée à être allé faire physique mécanique. Voilà un peu. La majorité, là, il y a certains qui ont arrêté, il y a d'autres qui sont allés faire les écoles de formation, il y a d'autres qui sont allés dans d'autres universités. Mais à l'université de Douala et en physique, j'étais le seul. Donc, je n'avais personne avec qui je pouvais parler. Je pouvais appeler de temps en temps, dire, gars, est-ce qu'on a fait cours et tout. Je suis allé à l'école peut-être une semaine. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je me bats là, j'essaie de prendre les cours, je lis, c'est dur, je ne comprends rien sur la physique là, je ne sais pas où on part avec. J'insiste, je dis non, ça va aller. Je vais faire les premiers CC. Je fais les premiers CC. Je compose, je compose 5 UV. Mais sur les 5 UV, je n'ai que. CC, ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent Pardon? pas? CC, ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas? Les UV, ce sont les CC, ce sont les contrôles continus, en fait. C'est un peu comme une forme Okay. de. C'est un peu comme une forme de Quiz. première composition. En fait, c'est quelque chose qui permet, oui, non, c'est quelque chose qui permet à l'enseignant de pouvoir évaluer vos compétences. C'est pour ça qu'on appelle ça contrôle continu. Ouais, un peu. Donc, quand un enseignant arrive à un certain niveau, à une certaine période dans l'année académique, il vous donne ce qu'on appelle un contrôle continu pour vous préparer à la composition qu'on va appeler la normale, en fait. Ouais. Donc, quand je vais faire le CC, mes notes ne sortent pas. Sur les 5 CC, j'ai 2 notes qui sortent, 3 qui ne sortent pas. Je vais regarder, je vais me plaindre à l'administration, me dire, mon frère, il va falloir faire la requête et tout, pour qu'on puisse regarder tes notes et tout. Je dis, mais attends, ça c'est, donc, il faut encore le protocole. Et vous savez comment les scientifiques sont pas reçus dans ce sens-là. Donc, ce truc-là, ça commence à me casser la tête. C'est où je quitte donc, parce que je vivais à Bonabé au début là, et puis je quitte donc, je vais chez ma grande sœur. Et quand j'arrive chez ma grande sœur, liberté totale. Un matin, je me lève, je dis que comment cette histoire-là, et moi, c'est bon. Moi, je suis comme ça. Je ne suis plus là. Là, c'est la physique et quoi, et l'université de droit, là, c'est pas fait pour moi. Je vais chercher une école de formation où je vais aller. Ouais. Et arrivé chez ma grande sœur, donc, ma grande sœur, elle vivait à Aqua. Et à Aqua, c'est le centre-ville de Douala. Ouais, un peu. Et il y a un marché de téléphone là, qu'on appelle enceinte troisième. Et elle n'est pas très loin d'enceinte troisième. Donc, du coup, vous voyez que à partir de là, j'étais encore en contact permanent avec l'outil informatique, le numérique, les téléphones et tout ce qui va avec. Quand je fais dans les 4 autres mois pour la fin de l'année là-bas, je me familiarise encore avec certaines personnes qui sont des dépanneurs de téléphones, qui sont des gars qui font aussi la configuration comme moi, qui sont des dépanneurs d'ordinateurs et tout. Et j'essaie de me créer et j'essaie de me
Tu faisais la configuration, est-ce qu'on te payait, tu te faisais un peu d'argent en faisant ça ou c'était juste pour aider les gens? Non, effectivement, je me faisais de l'argent pour pouvoir configurer. Parce qu'en fait, on configurait un téléphone à 1000 francs. Ouais, un peu. OK. Depuis que je suis en première, je configurais un téléphone à 1000 francs. Et c'est où il y a le déclic. Parce que quand j'arrive chez ma grande sœur, je me rends compte qu'au marché, à cette époque, on configure un téléphone à 5000. Ouais, OK. c'est là où je dis, waouh, ça veut dire que tu peux avoir l'argent dans cette histoire-ci. Hein. Je néglige ça comme ça, mais je peux me faire l'argent. Donc, c'est comme ça que je commence à me créer un certain réseau là-bas avec des techniciens, avec des dépanneurs d'ordinateurs, avec des dépanneurs de téléphone et tout. Et je commence à configurer les téléphones et configurer les ordinateurs. Si quelqu'un a un modem qui n'est pas bien pas se connecter ou bien s'il veut connecter son ordinateur avec son téléphone et les gars me contactent, je viens, je fais ça rapidement et tout. Et c'est comme ça que je me familiarise avec l'outil, avec le monde de l'informatique et tout. Et à cette époque, j'ai mon, j'ai mon grand frère qui faisait sa dernière année d'informatique à l'université de Tchad en réseau. D'accord, je vois. Donc, du coup, cette année-là, quand il sort de là, l'année qui suit, j'ai dit, OK, vraiment, c'est très grave. Il faut que je trouve quelque chose à faire parce que je ne peux pas rester à la maison et commencer et continuer dans les configurations de téléphone. Parce qu'il faut aussi préciser que j'étais aussi un répétiteur en même temps parce que j'ai commencé à donner des cours de répétition en classe de première aussi à à mes camarades de classe. C'est pour ça que je vous disais, je croyais que j'étais très intelligent en fait. Oui, parce que j'étais dans peut-être 3 groupes de répétition, dans 3 groupes d'études, et dans tous les 3 groupes d'études, j'étais comme le leader. Donc, j'arrivais le matin là, je prends la feuille, ils sont tous assis là, je décortique la physique, je décortique la chimie, je décortique les mathématiques là, chacun prend seulement note et puis on rentre. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit aussi, le temps que j'arrête à l'université de Douala, je me suis lancé dans les, dans les cours de répétition en même temps. Et c'est ce qui me permettait de joindre les bouts, de faire mon petit argent qui devait me permettre d'acheter des chaussures, qui devait me permettre d'acheter des vêtements, de manger de temps en temps, même si je mangeais à la maison et tout. Répétiteur, tu te pesais à peu près combien, si c'est pas indiscret, le mois? Quand je faisais la première année, quand je commence à faire de manière officielle, donc quand je sors de l'université, quand je pars de l'université de Douala, je me faisais dans les 60 000. Je me faisais dans les 60 000 le mois en termes de coûts de répétition. Mais ça, c'est rien par rapport à ce que je me suis fait après quand je suis revenu. Ça, c'est rien par rapport à ce que je me suis fait après. Ouais, un peu. Parce que, à partir de cet instant-là, c'est où j'ai aussi cultivé mon, mon esprit de l'enseignement. C'est où aussi j'ai créé c'est à cette période que j'ai aussi créé des contacts dans le domaine de l'enseignement. Ouais, un peu. C'est où j'ai eu des amis qui étaient des enseignants, j'ai eu des enseignants, des maîtres, des professeurs qui venaient me voir pour que je fasse les corrections de certaines épreuves et tout. Donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que je suis rentré dans le milieu éducatif camerounais. Donc, comme je vous disais, quand je décide donc qu'il faut que je rentre à l'école l'année qui suit, mon grand frère me dit, OK, tu ne fais rien. Il est préférable de venir à Tchang, tu vas faire mathématiques et informatique. Je dis, ah, tiens, puisque je suis dans les téléphones et dans tout ce qui va avec, c'est mieux, je préfère aller faire ça. Et c'est un métier qui me passionne aussi. C'est comme ça donc que je vais, c'est comme ça donc que je vais c'est comme ça donc que je vais à Tchang. Et je vais à Tchang, je vais faire ma première année en, en informatique, en mathématiques et informatique. Et sans vous mentir, c'était pas du tout facile. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous vous La partie des imaginez, mathématiques ou l'informatique? pardon? Qu'est-ce qui n'était pas facile, la partie mathématique ou la partie informatique? Non, c'était même pas l'école qui n'était pas difficile, c'était la vie, en fait. Vous voyez? Ah, Parce que vous allez voir un d'accord. enfant qui vient d'arriver dans une ville pareille, une ville que je ne connaissais déjà pas dès le départ. Je ne vais jamais aller à Tchang dans ma vie. Ouais, un peu. Je vais partir de Douala où j'ai tous mes repères et tout. Je vais à, je vais à Tchang pour l'école. Je vais vivre dans le froid. Au début, je vais habiter chez un ami en attendant on me trouve un logement. J'ai une mère qui ne peut pas décider de m'envoyer 10 000 francs chaque mois pour que je puisse tenir, voir un peu. Je n'ai pas de support concret. Le seul vrai support que j'avais, c'est peut-être mon grand frère qui était déjà là avant moi et qui s'était
Ouais, c'est pour ça que l'importance du réseau dans la vie, c'est quelque chose de très important, très important. Donc, j'avais mon grand frère qui était là avant moi, qui s'était déjà créé un réseau avec des cadres de l'université de Tchad. Que ce soit des enseignants, que ce soit des sportifs comme lui, parce que lui, il était sportif, il était lanceur de javelot, et que ce soit des gars qui faisaient de l'athlétisme, que ce soit des gars qui faisaient le judo. Donc, tous ces gars-là, c'était ses amis parce que ce sont des gars qui sont arrivés à l'université après lui et ce sont des gens qui l'ont tenu la main. Ouais, un peu. Donc, du coup, quand ils ont trouvé l'occasion d'accompagner le petit frère de leur mentor, aussi, comme on peut dire ça, ils se sont donnés à cœur joie. Donc, ils n'avaient aucun problème à m'appeler de temps en temps. Est-ce que tu as préparé? Il faut venir manger. J'ai fait du haricot et tout. Donc là, la vie c'était pas comme ça tous les jours, mais c'était quand même passable. Vous voyez, parce qu'il avait déjà réussi à construire quelque chose de quand même stable par là-bas. Donc, quand j'ai fait ma première année, je suis le meilleur dans ma promotion au premier semestre en informatique. Parce qu'au premier semestre, on avait algorithme et architecture des ordinateurs. Donc, algorithme et architecture des ordinateurs. Et c'était mathématiques et informatique. Quand tu dis algorithme et architecture des ordinateurs, est-ce qu'à ce moment-là, quand vous faites des algorithmes, vous écrivez du code ou c'est juste purement théorique? C'est-à-dire, on parle de big O notation, Oui. data structure. Non, on écrit du code, mais la différence, c'est que le code est écrit sur du papier, en fait. Ouais, le code est écrit sur du papier. Le code n'est pas écrit en machine. Pourquoi le code n'est pas écrit sur des ordinateurs? Non, justement. Et bon, c'est beaucoup plus. Allô? Comment je vais dire? Je ne sais pas si c'était stratégique. Oui, allô? Vous m'entendez? Il n'y avait pas les ordinateurs, dis la vérité. Non, il y avait l'ordinateur, non. Et l'université de Tchang, c'est quand même l'une des plus grandes, c'est quand même l'une des plus grandes universités de ce Cameroun. Il y en avait là, il y avait un service informatique, même il y avait une salle d'informatique, vous voyez un peu. Mais nous étions les tout jeunes, vous voyez. Non, justement, parce que nous étions les tout jeunes. La politique, aujourd'hui, par exemple, d'après les dernières informations que j'ai, au niveau 1, ils vont déjà en salle d'informatique. Vous voyez? Ce que nous on appelait algorithme à l'époque, et ce qu'on appelait initiation à l'algorithme, eux, ils ne font plus ça. Aujourd'hui, ils font du C concret. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, ils font du Java concret au niveau 1. Par contre, nous, on a fait de l'initiation à l'algorithme. I love your style. The way you shake it is your back.